Hello les amis, on se retrouve une nouvelle fois dans une vidéo un petit peu particulière dans laquelle on va revenir sur tous les éléments qui nous sont proposés tout au long de Little Nightmares 2 et qui seraient dans une certaine mesure comparables à notre société actuelle. Effectivement, après avoir fini le jeu, qui était d'ailleurs très beau, émouvant et époustouflant à la fois, je me suis dit que l'on pouvait faire le rapprochement avec certains éléments actuels de notre société. Attention, petit disclaimer, on va revenir sur beaucoup d'éléments du jeu, donc il y aura bien évidemment des spoilers. Si vous n'avez pas joué au jeu et que vous souhaitez y jouer, je vous conseille vivement de quitter la vidéo. On abordera également brièvement Inazuma Eleven ainsi que Interstellar, ainsi que certains détails du film et de la série. Voilà, maintenant que vous êtes prévenus, on peut y aller. Pour brièvement reconstituer les faits, on incarne Mono, un petit personnage qui ira un peu plus tard sauver Six, prisonnière des grands méchants qui pullulent dans ce monde. À partir de là, ils devront s'entraider et affronteront de nombreux dangers. On commence directement avec la scène de la porte par laquelle commence le jeu. Scène qui reviendra par ailleurs à plusieurs reprises tout au long du jeu jusqu'à ce que l'on sache ce qui se cache derrière. Ça paraît anodin mais on peut d'ores et déjà élaborer plusieurs théories. On se trouve dans un tunnel sombre et l'on ignore ce qui se trouve au bout. La première théorie, qui n'en est pas vraiment une, serait une comparaison à la naissance et à la mort, la métaphore du tunnel avec une lumière vive au bout dont on ignore tout. La deuxième théorie, qui n'en est pas réellement une non plus, serait une sorte de comparaison à un mensonge, une réalité que l'on refuse d'affronter. Dans le jeu, il se révélera que Mono était son propre ennemi. On peut d'ailleurs faire le lien avec le film Interstellar. Le personnage rentre en contact avec lui-même, mais à travers l'espace-temps. Dans Interstellar, Cooper comprend à la fin du film qu'il s'est lui-même guidé à travers toute cette aventure. Dans l'une des scènes finales dans lesquelles il se trouve dans le Tesseract, il frappe d'ailleurs la paroi de la bibliothèque de rage, ce qui fait tomber un livre. Il est alors en interaction avec le lui du passé. Le Cooper du passé voit tomber le livre et bien qu'étonné ne se décourage pas de sa mission. Cooper du présent tentait alors de se décourager lui-même de partir. Dans Little Nightmares, la mécanique est similaire. Mono apprendra finalement que c'est lui-même qui se cache derrière la porte. Cependant, il ne se sauvera pas lui-même, mais s'auto-détruira, lui permettant de faire aveuglément confiance à Six, qui la trahira à la fin du jeu. Dans la seconde scène du jeu, on y voit Mono être éjectée de la télévision. Et tout au long du jeu, que fait-elle cette télé? Elle contrôle en quelque sorte Mono comme la télé contrôle actuellement en partie la société, notamment par les journaux télévisés, les médias, etc. etc. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas tout. Où le jeu prend-il place? Dans une forêt. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, on tombe sur une maison, puis sur une ville, etc. Aussi étrange que cela puisse paraître, on pourrait comparer l'avancement du jeu à l'évolution de l'humanité qui a grandi en pleine nature pour plus tard s'en affranchir au fil des millénaires et devenir ce qu'elle est devenue actuellement. Les pièges entreposés dans la forêt et ailleurs font d'ailleurs référence, si l'on est un petit peu imaginatif, à toutes les difficultés auxquelles on est confronté dans la vie. Par la suite, on fait la rencontre de Six, qui est totalement obnubilé par sa boîte à musique et qui semble la contrôler. Là encore, on pourrait comparer cette boîte à musique à l'ensemble de la société ainsi que la société de consommation dans laquelle un bon nombre de personnes se perdent. Vient ensuite le moment où Six et Mono doivent s'entraider pour s'en sortir. C'est une belle preuve que l'on peut avoir foi en l'humanité, au début du moins. Ensuite, au fur et à mesure que l'on grandit, on se rend compte que l'on ne peut vouer une confiance aveugle qu'à très peu de personnes. Cependant, même ces personnes que l'on croyait être sincères et fidèles ne le sont parfois pas. Mais Six avait-elle ses raisons de trahir Mono à la fin du jeu? On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour revenir à un aspect un petit peu plus général du jeu, pourquoi Mono porterait-il toujours un chapeau? La raison semble être des plus simples. Il vaut mieux se faire le plus discret possible dans un monde dans lequel n'importe quel être vivant essaie de vous tuer à tout prix. Fait que l'on pourrait comparer à notre société dans laquelle il vaut effectivement mieux pour vous que votre visage soit masqué si vous révélez des informations qui pourraient compromettre certains projets des gros de la planète. Je ne rentre pas dans les détails mais vous voyez très bien où je veux en venir. On fait ensuite face à l'un de nos premiers vrais ennemis. Là encore c'est flagrant, un être fort et robuste qui traque deux petits êtres faibles. Situation que l'on pourrait comparer à un citoyen lambda qui affronterait n'importe quelle grosse boîte parce que cette dernière aurait fait atteinte à ses droits les plus fondamentaux. Bien évidemment, le citoyen avec ses modestes moyens ne pourra lutter contre le système régi par l'argent ainsi que les hauts placés. C'est précisément dans ce genre de situation que l'union semble être le meilleur allié pour faire la force. C'est d'ailleurs ce que l'on va voir par la suite. Par la ruse et la coopération, Mono et Six arriveront à se débarrasser de leur ennemi. Ils pourront donc s'enfuir grâce à leur radeau. Mais un nouveau problème se pose. Ils accostent une ville géante dans laquelle se trouvent vraisemblablement encore plus d'ennemis. Et hélas, c'est comme dans la réalité ou les films, une fois que vous faites tomber votre ennemi, un autre plus grand et plus fort se tient derrière ce dernier. Situation que l'on pourrait comparer à Inazuma Eleven, dans laquelle l'équipe de Mark doit s'améliorer pour affronter des équipes d'aliens entre guillemets, derrière laquelle se tient une équipe encore plus forte à chaque fois. Également, dans l'hôpital, les mannequins vous attaquent lorsque vous ne leur pointez pas la lumière dessus. Ferait-il référence au fait que l'on vous attaque toujours de dos sans vous confronter de face dans la vie quotidienne? Une fois sorti de l'hôpital, on se penserait sorti d'affaire, mais ne criez pas victoire trop vite. Le temps pluvieux et morose ne vous laissera pas vous faire d'idées,
Maintes épreuves vous attendent encore, alors ne baissez pas les bras. Cela nous ramène d'ailleurs au concept du « il y a toujours un ennemi plus fort derrière celui que tu viens de vaincre ». Après cela, on assiste aux différentes péripéties dans l'école. Mono perdra alors Six qui se fera capturer. Comme dans la vie de beaucoup, vous devrez alors vous débrouiller seul et ne pourrez compter que sur vos propres ressources. On se trouve à cet instant dans l'école. Mono se fera d'ailleurs assiéger bon nombre de fois par les élèves qui ne l'attaquent que sous les ordres de la professeure ou bien de l'entité supérieure. On peut aisément faire référence à la citation de Paul Valéry, la guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Par la suite, on se retrouve dans un endroit de culture, à savoir la bibliothèque, un lieu supposément rempli de sagesse dans lequel on se fera paradoxalement attaquer pour ses idéologies et le fait que l'on soit différent, je n'en dis pas plus. Un peu plus tard, on a affaire à l'énigme des échecs, cette énigme pénible mais parfois obligatoire dans la vie quotidienne qui révèle alors après enquête le vrai visage d'une personne ou d'une quelconque entité ayant un minimum de pouvoir et ou d'emprise. Plus tard, dans la scène de la cantine, Mono n'a d'autre choix que de se faire passer pour l'un des leurs pour s'en sortir. Mono serait alors comparable à n'importe quelle personne embarquant une caméra cachée pour dénoncer telle action ou inaction de X ou Y. Ensuite, on retrouve Six, car la vie est faite de nombreuses péripéties ainsi que de rebondissements. Le duo de choc sera de retour pour affronter la professeure à nouveau, notamment lorsqu'elle joue du piano. Elle semble alors cultivée et sage par ses agissements, mais masque en réalité son vrai visage. Lorsque l'on atteint l'hôpital, sombre, froid et humide, on a l'impression de s'enfoncer dans une couche plus profonde, mais c'est un passage nécessaire si l'on souhaite réellement creuser et mener une enquête sur qui ou quoi que ce soit. Ensuite, le jeu change radicalement. On n'a plus affaire à des boss tels que la professeure holotype de l'hôpital, mais bel et bien à une horde d'humains complètement lobotomisés et ravagés par la télé. Ils attaqueront sans relâche et sans se poser la moindre question. On est directement confronté à une société dans laquelle les médias détiennent le monopole de l'information et peuvent influencer la masse à leur guise. Quelques instants plus tard, on voit pour la première fois ce qui semble être l'entité suprême de ce monde, qui semble avoir le contrôle absolu sur la quasi-totalité des êtres vivants. On comprend vite le pouvoir que détient cette tour au vu de la musique utilisée et des effets de distorsion que l'on peut percevoir à l'écran. Elle est d'ailleurs centrée et se détache des autres bâtiments avec une sorte de boule d'énergie située à son sommet. On voit d'ailleurs des personnes se suicider, nous indiquant que le contrôle de cette entité est total. C'est une tour que je comparerais personnellement à celle de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux qui voit et entend presque tout. Plus tard, on fait encore face à cette porte des mystères mais que l'on arrivera cette fois à ouvrir. Pour l'heure, on voit que c'est juste un personnage qui nous veut du mal, avec qui Six nous empêcher d'entrer en contact. On ne le sait pas encore, mais ce personnage n'est autre que nous-mêmes, mais dans un futur lointain, essayant probablement de changer le cours des choses comme on l'a vu dans Interstellar. Mais pourquoi Six empêchait-elle l'ouverture de la porte à chaque fois? Pour empêcher un nouveau danger, ou pour mieux manipuler Mono par la suite? On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Le Thin Man, de son vrai nom, s'emparera alors de Six. C'est donc bel et bien Mono qui cède lui-même, transcendant le temps et l'espace, pour ne pas se faire trahir à la fin et ainsi échapper à ce monde. Cependant, il a tellement fait confiance à Six qu'il l'aidera de bout en bout et se tuera lui-même à la fin du jeu pour finalement se faire trahir. Pendant ce temps, Mono se servira des télés, objet faisant la force du camp ennemi, pour s'en sortir. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. Les pseudo-humains, toujours obnubilés par la télé, sont de plus en plus nombreux et veulent en découdre avec Mono car ils savent qu'il a la possibilité de changer ce monde. Dans la séquence suivante, Mono se confrontera à lui-même avant l'affront final dans lequel il se tuera sans même le savoir à cet instant. Toutefois, le lui du futur, placé devant la tour de contrôle, semble avoir quelque peu changé. Essayait-il depuis le début de se sauver lui-même pour changer le futur, ou bien voulait-il simplement prendre sa revanche sur lui-même pour avoir stupidement fait confiance à Six? Certaines questions restent à mon goût sans réponse. On voit d'ailleurs pendant ce combat les pouvoirs dont est doté Mono, et on imagine que c'est pour cette raison qu'il se fait traquer par les créatures et que Six le trahira à la fin du jeu. Dans l'une des scènes finales, on retrouve cette musique de la boîte de Six qui semble avoir repris le contrôle de cette dernière que Mono devra suivre pour la libérer à nouveau. On a d'ailleurs un premier avant-goût de ce qui nous attend. Six est énorme et difforme et essaie d'ores et déjà de nous avoir. Mono devra se surpasser pour la sauver et se faire trahir par la seule personne en laquelle il pouvait avoir confiance. La scène finale nous dévoile Mono grandissant dans le monde dans lequel il a été abandonné.
On se rend compte au fil des années que Mono n'était autre que l'homme fin qu'il a fui tout au long de l'aventure. Comme dans Interstellar, il a tenté de modifier le cours des choses en ayant transcendé l'espace-temps, mais en vain. Pour revenir au pourquoi du comment s'extrait Mono à la fin du jeu, eh bien, la principale raison serait que Mono renfermerait un pouvoir trop grand pour que Six le laisse sortir d'ici vivant. Voilà, c'était une petite vidéo qu'il me tenait à cœur de faire. Sur ce, on se retrouve très bientôt et portez-vous bien d'ici là.